Merci beaucoup Michel. Merci à vous d'être présent et présente aujourd'hui. Bon, effectivement, pour moi, c'est beaucoup d'émotions puisque c'est une aventure qui a commencé il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je referme un chapitre. Alors évidemment, les choses vont continuer et je continuerai de travailler avec Sylvie, avec Michel, avec Gilbert et tous ceux qui s'investissent ici dans l'aventure Macintosh. Mais j'espère que ici, vous découvrirez ma sensibilité pour cet artiste que j'aime beaucoup. Alors, nous allons commencer ensemble. C'est une conférence qui dure une heure, j'espère pas plus. Si je déborde, il faut me le dire. Et qui se déroulera en 3 actes. Nous allons commencer immédiatement par l'acte 1. Et avant cela, j'ai envie de vous dire de façon liminaire que moi, je ne fais pas une conférence narrative sur Charles René Mackintosh. Il y a déjà nombre d'ouvrages sur le sujet. Chacun peut savoir qu'il est né en 1868 à Glasgow, qu'il est mort en 1928 à Londres. Moi, je suis là pour vous donner quelque part mon regard, et c'est bien l'objet de cette conférence qui s'intitule L'épreuve du regard, puisque nous ne regardons jamais assez les images, et qu'aujourd'hui, pendant une heure, je vous assure qu'on va les regarder et on va s'attarder sur chaque détail. Acte 1 de la conférence, le dessin de Charles Johnny Mackintosh est-il libre? Alors qu'est-ce que j'entends par là? La liberté d'un artiste, et notamment d'un dessinateur, est double. D'abord, il y a l'idée de la liberté rapportée à ce que l'on est soi, relativement à un héritage. Donc Charles Ronnie Mackintosh est un dessinateur, un peintre, un architecte, comme chacun le sait, qui est de toute façon héritier d'une tradition. Donc la première interrogation qui est la mienne était qu'est-ce que nous raconte Charles Ronnie Mackintosh en tant que dessinateur relativement à un héritage? Et puis, il y a l'idée de la liberté dans la manière, puisque le dessinateur a son trait. Et donc, en quoi le trait de Charles Ronnie Mackintosh est-il libre? Donc j'interroge ici la tension entre l'idiosyncrasie, c'est-à-dire le tempérament de l'artiste, et l'accomplissement par la tradition, et également l'idée d'un tracé. Est-ce que le tracé de Charles Ronnie Mackintosh est libre? Et nous allons interroger les deux en même temps. Voici un paysage montagneux dessiné par Alexander Cousens, qui est un artiste du XVIIIe siècle, d'école anglaise. Ce dessin est conservé au département des arts graphiques du musée du Louvre. Et je l'ai choisi pour une raison simple, c'est qu'il ne ressemble pas au dessin de Charles Ronnie Mackintosh. Et vous allez voir que pourtant les similitudes sont grandes. Alors regardons un instant, ici, l'importance du premier plan, vous voyez, qui permet un travail des plans et donc de profondeur. Déjà, dans le dessin de Charles Ronnie Mackintosh, ça n'a rien à voir. Et nous allons voir juste après pourquoi. L'importance de la mise en scène, de la théâtralisation du paysage, qui caractérise aussi une période que l'on dit romantique, n'est pas l'inquiétude de Charles. Autre chose, ici, regardez bien l'exécution des roches, très précise. Déjà, une attention quasiment à la gravure, parce qu'Alexander Cousens est graveur. Et donc on a une minutie du trait, une précision dans l'exécution, également une attention à la théâtralisation du décor, qui n'est absolument pas le cas de Mackintosh. Je vous présente The Lighthouse, évidemment, et puis un détail de The Little Bay, qui est sans doute le chef-d'œuvre qu'il a produit à Port-Vendre. Alors pourquoi? Parce que les aquarelles de Charles Ronnie Mackintosh sont dépassantes. C'est le terme que j'ai choisi, parce qu'elles inondent immédiatement le regard, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas par la mise en place d'un premier plan. Or, me diriez-vous, j'ai choisi 2 détails où il y a un premier plan. Ici, sur The Lighthouse, et ici, sur The Little Bay. Alors j'ai fait exprès, parce qu'il y en a très peu. J'ai choisi ce détail parce que on se rend compte que malgré tout, Charles Ronnie Mackintosh construit des plans et des niveaux dans son dessin, mais c'est rare. Souvent, ce sont des dessins inondés de lumière claire, en pleine puissance, qui explosent les limites de la feuille. Ici, il choisit malgré tout un premier plan. Mais ce sont des mains courantes, dans les 2 sens du terme. Ce sont réellement des mains courantes, et ce sont des mains courantes dans le sens qu'elles accompagnent le regard. Donc là où, 100 ans avant, Alexander Cousens
prépare un paysage en système de plan et de perspective, Charles Rennie Mackintosh cherche plutôt à nous présenter une image qui inonde, qui abonde, et même s'il y a des plans, c'est plus pour nous accompagner qu'autre chose. Pourtant, Alexander Cozens, eh bien, il a inventé un certain nombre de choses qui servent à Mackintosh. Alors, lui, sa spécificité, c'est d'avoir réinventé le rapport à la composition de paysages. Et il utilise des taches d'encre de Chine avec un large pinceau, très librement, et il part du principe qu'il faut s'éloigner de la mimésis, donc c'est-à-dire de la représentation ressemblante du paysage, au profit d'une composition suggestive. Et donc, la liberté du trait, de cette espèce de hasard guidé, construit le paysage, qui est donc provoqué plutôt que raconté. Et Mackintosh, effectivement, est un héritier de cette tradition, nous allons le voir. J'aime beaucoup cette vue de la rue du Soleil, qui est une aquarelle réalisée également par Mackintosh à Port-Vendre, parce qu'ici, l'eau est un motif absolument abstrait, mais malgré tout très composé. Donc, il y a l'héritage de Cozens, sa liberté de trait, sa liberté de ton, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu plus structuré. Donc, ce que l'on constate, c'est que, en fait, Charles Rennie Mackintosh est l'héritier, évidemment, d'une certaine liberté de trait, mais en même temps, il est davantage structurant, puisqu'il est architecte. Et puis, il a un rapport à la théâtralisation du paysage qui n'est pas la même que Cozens. Alors pourquoi j'ouvre comme ça? Vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Mais j'ouvre comme ça parce que Charles Rennie Mackintosh, sa qualité, c'est de s'inscrire dans une tradition et de la dépasser. Je vous montre ici The Rock. Pourquoi? Parce que en 1785, Cozens publie un texte qui cherche, si vous voulez, à identifier la bonne manière de représenter le paysage dans le dessin. Il intitule ça « Nouvelle méthode pour associer l'invention au dessin pour des compositions originales de paysages ». Et il dit, le plus important dans le paysage, ce sont les montagnes, ce sont les roches. Et il dit, pour les représenter, il faut absolument utiliser des couleurs sombres. Et Charles est assez d'accord. D'ailleurs, ici, il voit des rochers. Il les représente de façon absolue. Là encore, les limites de la feuille sont explosées. Et quelque part, nous sommes face à des rochers comme nous pourrions être face à des montagnes, un paysage collineux. Et effectivement, les lavis de gris, les lavis de noir s'inscrivent dans la tradition de Cozens. Mais pourtant, ici, les éclats de blanc, et puis cette couleur en fait, qui émerge dans le tiers supérieur, effectivement, sont particuliers de Mackintosh et ne renvoient pas à la tradition de Cozens. Donc, nous sommes face à un artiste qui se situe dans une tradition mais s'en échappe. Et nous allons continuer ce premier acte avec une autre gamme de dessins de Mackintosh qui sont effectivement ces fleurs. Et ici, je vous présente un dessin d'Agostino Carracci, donc 16e siècle, qui effectivement présente la ramure d'un arbre à la plume à l'encre brune. Dessin également conservé au département des arts graphiques du Louvre. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Déjà, c'est un dessin qui propose un isolement de la figure végétale, qui propose une cambrure très lyrique, et qui fonctionne, comme le feront les perceptionnistes au XXe siècle, par l'émergence. Je vous montre. C'est l'émergence ici d'un néant, ex nihilo, de la figure végétale. Je vous montre les perceptionnistes comme Claude Monet. Ici, l'émergence de son cycle des nymphéas, vous voyez, qui émerge de nulle part, de façon flottante. Et donc, de l'Italie au XXe siècle, chez Monet, il n'y a qu'un pas, puisque Mackintosh absorbe complètement cette culture, déjà parce qu'il part en Italie dès 1891, et on va y revenir. C'est pour ça que je présente des artistes italiens. Et puis parce qu'effectivement, quand Claude Monet est en train de réaliser Soleil couchant, Mackintosh exécute cette aquarelle. Donc nous sommes absolument au même moment.
Alors, Aquarelle, d'ailleurs, co-exécuté avec Margaret McDonald McIntosh, sans doute, son épouse, un travail remarquable. Ici, l'importance des réserves de blanc, l'importance du tracé à l'encre, et cette émergence du végétal qui reprend absolument la configuration chez Carache. Voilà, donc Mackintosh est dans une tradition, mais il la dépasse. Et c'est en ce sens qu'il faut aller vers son œuvre. Acte 2, où est la vie? Alors là, on rentre un peu plus dans, je le disais, l'idiosyncrasie de Charles Rodney McIntosh, c'est-à-dire son tempérament à lui. En ouverture, en exergue, je vous ai mis un dessin peu connu d'une étude de sculpture antique qu'il réalise en Italie. Et ce dessin est très parlant, parce que le corps est à peine cerné. Il y a quelques repentirs, c'est-à-dire qu'il repasse sur la ligne, donc il était assez hésitant, le trait est tremblé, mais il ne s'attarde pas sur les détails. La figure n'est pas incarnée, elle est simplement présentée. Et l'importance de la feuille autour, et ce qui m'intéresse, c'est le vide en fait, qui inonde la figure. Donc la figure ne part de pas grand-chose et s'arrête nulle part, quelque part. Donc en fait, Mackintosh, lui qui est si attentif au paysage, ne l'est pas autant pour la figure humaine. Mais la vie, me diriez-vous, n'est pas que la figuration humaine, c'est également la nature, c'est également le vivant. Et donc tout ce questionnement, je l'intègre dans cet acte. Alors, premier temps de cet acte, situation, place et contraste des rapports. Pourquoi? Parce que Charles René Mackintosh est architecte. Et donc, il pense l'écrin. Pensant l'écrin, il pense aux habitants de l'écrin. Donc, de toute évidence, il pense à la situation de l'homme dans l'espace et dans les constructions. Et puis, il y a son attention à la nature. Et tout ça est un rapport, je veux dire, contrasté. Je vous montre. On revient en Italie. Filippo Napoletano, donc la porte Pinciana à Rome, également conservée au musée du Louvre. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le rythme ternaire. C'est-à-dire qu'on a ici la force des érections monumentales, ici toute l'atmosphère d'un paysage construit en lavis d'encre brune et avec un trait très tremblé, et ici, très modestement, deux personnages, deux figures, à peine esquissées, qui ressemblent beaucoup au dessin de Mackintosh. Alors, qu'est-ce que cela raconte? Cela raconte un rapport dimensionnel, un rapport à l'espace et un rapport symbolique entre les êtres humains, la nature et les constructions. Et ce rythme-là est absolument choisi par Charles. Je vous montre. Études d'architecture, de paysage et d'embarcation. Donc là, évidemment, c'est le carnet de croquis de Charles en Italie, 1891. Et j'ai retrouvé ici exactement le même fonctionnement ternaire. C'est-à-dire qu'on a ici l'évidence des érections monumentales, ici l'atmosphère très légère, très souple de la nature, qui est à peine esquissée par des tracés, des hachures. On est sur un dessin, une feuille qui ressemble beaucoup aux feuilles de Léonard de Vinci. Et puis, ici, dans l'angle inférieur gauche, un navire, un bateau qui ne fonctionne pas seul. Donc, de toute évidence, ici, on a la présence humaine, ici, on a l'atmosphère d'une nature très souple, et ici, on a le monument qui s'inscrit pleinement dans le dessin. Et donc, quand on se pose la question de mais où est la vie chez Charles Rodney Mackintosh, où sont les humains dans ces dessins, mais en fait, ils sont partout. Ils sont simplement rapportés à une échelle. Regardez, ici, donc d'un bateau à l'autre, regardez, 1927, de Little Bay, un détail que j'ai isolé, qui provoque un ondoiement et qui provoque la composition. Composition qui est marquée par la liquidité de l'eau et des ensembles architecturaux. Et donc, on est tout à fait dans ce rapport d'échelle. Où est la vie? Deuxième temps.
Métonymie, synecdoque et hypallage. Alors pourquoi? Ce sont des figures de style littéraire que j'ai choisies pour expliquer les dessins. Alors, la métonymie, ce sont trois figures de transport. C'est-à-dire que la métonymie, si je dis j'ai mal au cœur, en fait, c'est le siège des sentiments. Donc, c'est une image qui rapporte à quelque chose de plus vaste. La synecdoque, c'est le tout pour la partie. Donc, par exemple, si je dis la rue était calme hier soir, je sous-entends que personne n'est passé, que le vent n'était pas trop fort, que la musique n'était pas allumée chez le voisin, etc. Et puis, l'hypallage, c'est Baudelaire. Les gouffres amers, en fait, sont les marins qui sont amers, c'est pas les gouffres. Donc c'est un renvoi, en fait. Et Mackintosh est absolument friand de ce genre de figure de style en dessin. Je reviens en Italie. Fra Bartolomeo et les religieux dans un paysage de bois et de rochers. Alors déjà, je vous souhaite bien du courage pour trouver où sont les religieux. Et c'est pas pour rien. Bartolomeo est fasciné par les rocs, par l'autonomie des images de roches et par la puissance de composition. Pourquoi? Parce que c'est un renvoi. En fait, il ne faut pas être naïf devant ce genre de composition. Surtout, je veux dire en plus, c'est italien, c'est absolument en fait des recherches de salut. C'est-à-dire que c'est un renvoi à un projet intérieur. Donc, la complexité des roches, l'agencement des imbrications, la lumière en réserve et les ombres en hachure renvoient à une identité, une existence, et à un paradigme de salut en fait. Et donc, voilà, je pense que vous voyez très bien où je veux aller. Voilà, Charles Rodney Mackintosh, 1927, on est absolument sur le même type de composition. Alors, le contexte a changé, mais au fond c'est la même chose. Mackintosh est, on le verra après, quand même un poète. Il a un rapport au paysage, à ses souvenirs, qui est assez fort. Et ici, il choisit de représenter des rochers. Et je dis il choisit, puisque ce sont deux images en fait qu'il compose. Vous ne pouvez pas voir cette vue-là authentiquement. Et donc, c'est un choix pondéré de Charles que de représenter cette composition. Et à nouveau, en fait, l'intelligence de la nature, la complexité du motif, renvoie en fait à son intériorité. C'est un dessin métaphysique. Plus que jamais, Charles est présent dans cette composition. Pourquoi qui puiser? Puisque j'ai ouvert sur Cousins, que je vous dis que j'aime parce que c'est un romantique. En fait, son rapport au paysage est affecté par sa propre personne. Il renverse le paysage par la liberté de son trait, par la théâtralité. Et Mackintosh fait la même chose. En fait, il renverse le paysage par sa subjectivité, son existence. Alors, continuons. Troisième temps de ce deuxième acte, cellule de vie, fantaisie et pareidolie. Alors, qu'est-ce qu'une pareidolie? J'y reviens un peu après. Cellule de vie, je reviens à ça. Vous m'avez compris. Ici, j'ai isolé complètement un espace de la composition de The Little Bay. Alors pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas simple de le voir. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a ici un personnage. Et ce personnage provoque la composition, hein, j'insiste, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, il y a des cellules de vie dans les dessins de Charles Rodney Mackintosh que parfois nous ne voyons pas. Donc déjà, cette attention, je veux dire, au regard. Et puis, il va plus loin, toujours dans ces détails, ce vivant qui émerge. Je vous propose de regarder cette œuvre assez majeure dans son travail, Mimosa, janvier 1924, toujours de sa main et sans doute de celle de Margaret. Alors, évidemment, l'intelligence de la composition, les feuilles pipennées qui sont absolument bien représentées, qui se finissent en foliole lancéolée, donc on a vraiment quelqu'un qui est dans la représentation exacte de ce qu'il observe et la connaissance fine de son environnement et des fleurs. Mais il va un peu loin et moi je vous propose d'y voir un regard. Puisque ici, la disposition des folioles alternes est disposée de façon très composée. Et effectivement, il s'appuie sur ce qui est vraiment un mimosa, mais il l'utilise à dessein, à l'envie.
Il en fait ce qu'il en veut. Et il fait apparaître, je veux dire, l'image du vivant dans le mimosa. Et donc, ça, c'est précisément une pareidolie, c'est-à-dire que je regarde quelque chose, mais en fait, je vois autre chose. Et il joue beaucoup sur ça. Et donc, la vie chez Charles René Mackintosh, en fait, est partout. Il faut voir dans les interstices de ses dessins tout ce qui le ramène à sa propre existence et à son application dans le paysage. Acte 3. Alors, acte 3, le paysage a-t-il lieu? Puisque, en fait, s'il y a bien une certitude, c'est que le dessin de Charles René Mackintosh est attentif au paysage, à son environnement. Mais en fait, il nous le fait croire. C'est ce que j'aimerais vous présenter. Premier temps, je l'ai intitulé « La ruse du dessin documentaire ». Puisque Mackintosh nous fait croire que ce qu'il représente est juste. Or, c'est le fruit de son invention. Donc nous avons ici Boule ternaire, effectivement crayon et aquarelle, de toute façon c'est toujours la même, je dirais, la même description de l'œuvre, mais ici ce qui est important c'est de voir quand même la gamme chromatique. Il y a des lavis jaunes, ocre, bleu et gris, et en fait ce sont deux vues assemblées, parce que Boule ternaire en vérité, si on s'y rend, s'arrête à peu près où j'ai mis la ligne blanche. Et donc, pourquoi il nous fait croire ça? Pas à dessin, c'est nous qui pensons. Parce qu'en fait, Charles René Mackintosh est excellent dans son travail de l'aquarelle. Peu dessine et peigne aussi bien que Charles René Mackintosh à l'aquarelle. Parfois, on ne sait même plus si c'est de l'aquarelle. Et donc, dans cette précision d'exécution, nous perdons. Et nous avons l'impression qu'il a rendu compte des paysages. Or, en fait, il a agencé selon son imaginaire. Regardez, ici, étude de volute, toujours le carnet de croquis italien. C'est un détail que j'ai isolé. Alors, on pourrait se dire, bon, Charles a gagné sa bourse d'études, c'est très bien, il est en Italie, il rend compte de tout ce qu'il voit pour apprendre, pour garder des traces. En vérité, il est déjà en train de sélectionner ce qui l'intéresse et d'envisager ses propres réalisations, ses propres exécutions. Regardez, ici, alors ce n'est pas un dessin, là c'est une photolithographie, mais du dessin qui est conservé, je veux dire, à Glasgow. Et en fait, on voit parfaitement ici comment, je veux dire, les entrelacs végétaux, qui d'ailleurs très propre au travail de Margaret en vérité, mais en fait le suivent. Et donc, quand il est en Italie, il cultive déjà ce qui sera nommé le Glasgow Style. Et donc, il ne rend compte de pas grand-chose en fait. Il rend surtout compte de ses envies, de son imaginaire et de la ductilité de sa pensée. Alors, c'est vrai que de ce fait, il s'éloigne du réel, effectivement, et il le dérange beaucoup. Et donc, je vous propose cette aquarelle qui, on le sait, n'est pas représentative de son travail dans les PO, et pourtant, voilà, c'est une œuvre d'une série en fait de plusieurs aquarelles qu'on connaît au nombre de 4. Ici, il a complètement annihilé les plans. L'aquarelle apparaît. On voit tout de suite là que c'est de l'aquarelle puisque c'est beaucoup plus libre. Et je vous renvoie à Cousins au départ. Le pinceau ici est large, les lavis sont importants, sont très forts. Et donc, difficile, j'ai isolé ici à dessin l'aquarelle pour vous montrer qu'il est bien difficile de se rendre compte qu'il présente des bateaux. C'est quand même très compliqué de se rendre compte si j'isole, où en fait c'est un arrangement de plages colorées plus ou moins sombres, et donc un motif absolument abstrait. Mackintosh aime à aplatir le réel pour en fait dégager des espaces de couleurs. Et effectivement, malgré tout, le dessin de Charles René Mackintosh survit, quoi qu'il en coûte.
au réel, aux injonctions de la tradition, c'est ce que j'essaye de vous montrer, mais surtout, il survit par l'absolu. En fait, c'est un grand idéaliste, Charles Rodney McIntosh, et son dessin est impliqué dans cette idéalité du monde. Je vous ai mis 2-3 citations pour qu'on soit ensemble dans sa pensée. Je les ai traduites pour mes amis anglais et écossais qui sont là. Au moins, j'ai pensé à vous. Alors, l'arbre et la fleur, la vie et la feuille verte. Vous devez offrir des fleurs qui naissent de la feuille verte, mais qui s'élèvent au-dessus d'elles, les fleurs de l'art qui est en vous. Donc, premier absolu chez Charles Rodney McIntosh, c'est l'art. Deuxième absolu, c'est Margaret. Un côté du port, lumière verte, l'autre rouge, mais aucune lettre de Margaret, lumière d'argent. Effectivement. Et d'ailleurs, je vous propose peut-être d'aller un peu loin, mais Mackintosh est un adepte des réserves, ceux de la feuille en fait. C'est-à-dire que réserver en dessin, c'est ne pas dessiner et de faire apparaître la lumière par la feuille. Et cette abondance des réserves chez Charles Rodney McIntosh, sans doute, renvoie aussi à cette poésie de la lumière d'argent. Et je vais presque finir sur cette aquarelle qui a été exécutée à Venise, qui représente la Cadoro. Alors, pourquoi j'ai choisi cette aquarelle? Déjà parce que ce n'est pas la plus connue, et parce qu'elle synthétise ce que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire que, ici, l'eau est un motif de rêverie, n'est plus... s'éloigne absolument d'une représentation naturaliste précise. On retrouve ce que je vous ai montré sur les perceptionnistes, sur l'espace réarrangé selon la subjectivité de l'être. Ici, on retrouve la transfiguration d'un dessin en fait, qui voulait rendre compte d'un monument, mais qui finalement n'est plus qu'un assemblement de couleurs vives et d'éclats parmi des volutes gothiques. Et donc, cette synthèse-là est essentielle, et effectivement, j'essayais de vous le dire, ici, l'importante réserve de blanc qui est sommitale et qui dresse finalement l'ensemble du monument dans la lumière. Et regardez ce qu'en dit Charles. Je n'ai pas les mots pour décrire l'effet de cette partie du Grand Canal. Toute tentative de le traduire en mots serait trop terne et présomptueuse, et je ne m'y risquerai pas. Je peux seulement vous assurer que, même dans vos instants les plus heureux et les plus féconds en imagination, vous ne pourriez concevoir, ne serait-ce qu'un instant, ce qu'est vraiment Venise, à n'importe quelle heure, et encore plus la nuit, sous l'envoûtement magique du soleil couchant. L'envoûtement magique de Charles et de ses dessins. Et en fait, le dessin de Charles est une sorte d'empire miraculeux qui nous ramène au réel pour nous en dissocier le mieux, qui bâtit des ponts entre ce que l'on voit et ce que l'on sent. Et c'était une sorte d'architecture de l'abandon. Et c'est en ça que je trouve le dessin de Charles magnifique. Et je vais finir sur un texte. Puisque, vous l'avez remarqué, je vous ai fait un peu la course au dessin et aux images. Et je suis allé parfois un peu loin sur les pareidolie, les cellules de vie, les hypalages. Mais en fait, est-ce vraiment de l'interprétation? Je vous lis cet extrait de Hubert Danisch. Mais ne pourrait-on pas tenir pour une autre forme encore de non-sens celui-là délibéré, l'opération qui consisterait, à l'inverse, à prétendre considérer un dessin pour ce qu'il est, et à quoi il se réduirait en termes de visibilité pure. À n'y voir rien d'autre qu'une combinaison plus ou moins fournie de traits, de hachures, de taches, sans prêter attention à ce que cette constellation peut évoquer, sans prêter attention à ce qu'elle peut dire, à ce qu'elle peut représenter, ce qu'elle peut signifier. Un peu comme celui qui, à l'écoute d'une langue étrangère, ne perçoit d'abord qu'il y a un mélange confus de sons, mais non sans que quelques traits récurrents, voire un semblant d'articulation, ne se laissent peu à peu repérer dans ce magma. La question étant alors de savoir jusqu'à quel point on saurait pousser l'analyse formelle sans que joue ce que les linguistes nomment
la condition du sens. Une démence analogue pouvant être le fait de l'art lui-même, quand, loin de se vouloir transparent, de s'effacer derrière le message qu'il est censé transmettre, il choisit la voie du non-sens, de l'opacité, de ne donner rien à voir que des traits ou des taches apparemment dépourvues de toute signification. Et je finirai sur ça, qui est le plus fou entre celui qui analyse le dessin et le dessin qui de lui-même ne parle pas? Merci.